Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de... Bonjour. Je vous propose de commencer cette séance d'échange autour du numérique et de son impact environnemental. Pour ce faire, nous avons autour de la table plusieurs personnes, plusieurs intervenants, rebonjour aussi, qui vont pouvoir donner donc à la fois leur point de vue en tant qu'organisme privé, en tant que porteur de la parole de la société civile et également d'organismes publics. Donc, je vous remercie d'accueillir donc, Charlotte Lemaître, qui est cofondatrice du studio de design Possible Future. Ensuite, nous avons... Merci pour les slides. Ensuite, nous avons Arnaud Doré, qui est directeur Europe du Sud d'EcoAct. Nous avons également Mathieu Belloir, qui est directeur RSE du groupe Orange. Arnaud Guéguen, qui est contributeur sobriété énergétique du Shift Project, ainsi que Gilles Babinet, qui est coprésident du Conseil national du numérique. Merci à vous. Peut-être avant de commencer cette session, il est bon de savoir que si le numérique représente aujourd'hui environ 1,5 gigatonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui correspond peu ou prou à 3 fois les émissions françaises annuelles, il porte en lui un aspect profondément dual que nous allons voir ensemble aujourd'hui, notamment parce que, donc de fait, le numérique est aujourd'hui reconnu comme un levier de développement économique et social, également reconnu comme un outil pour réduire la consommation d'énergie dans un grand nombre de secteurs d'activité. Et pourtant, son impact environnemental, donc lié à la croissance exponentielle des usages liés au numérique, pèse énormément sur les ressources de la planète. Donc alors, la question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble, c'est comment, à l'ère du clic, pouvons-nous encourager la sobriété numérique et mettre ce même numérique au service de la transition écologique. Pour commencer cet échange, je vais m'adresser à Mathieu Belloir, notamment parce qu'avant toute chose, on a à poser ensemble un certain nombre de définitions. Pouvez-vous nous dire, en tout cas, comment pourriez-vous définir ce qu'est ce secteur du numérique, donc à la caractéristique forcément éminemment transverse, et quels sont les principaux éléments qui composent cette filière? Bien sûr, bonjour à tous. Donc effectivement, puisqu'on va parler du numérique, de l'environnement, c'est peut-être intéressant qu'on se mette tous en ligne, si je puis dire, sur le champ de nos échanges. En fait, le numérique, principalement, vous le savez, c'est d'abord des data centers qui stockent et qui traitent les données. Ce sont des réseaux qui acheminent ces données vers des terminaux, et bien sûr des terminaux, des interfaces de restitution qui peuvent être extrêmement variées. Des smartphones, des télés, des objets connectés, des ordinateurs, etc., etc. Vous l'avez dit, Latifa, on considère globalement que l'impact mondial environnemental du secteur du numérique est de l'ordre de 3,5%, ça varie 3,5%, 4%, etc., mais une sorte de consensus autour de ce sujet. 3,5%, c'est à la fois beaucoup et peu, puisque, comme on le sait, le numérique, c'est à peu près 12 fois moins que l'industrie, 7 fois moins que le transport ou le bâtiment. Mais 3,5, c'est aussi beaucoup parce qu'on a bien vu, notamment au cours des mois qui viennent de s'écouler, à quel point le numérique était important et potentiellement appelé à se développer. Donc la question qui se pose, c'est, on voit bien cette dimension duale. C'est vrai que le numérique apparaît comme un problème, peut-il apparaître comme une solution? Je pense que c'est l'objet de nos échanges à venir. Et puis un dernier point, quand on parle des impacts environnementaux du numérique, peut-être aussi on peut rappeler de quoi on parle. Et bien sûr du CO2, de l'électricité, de l'eau, de la biodiversité, et puis des impacts potentiels sur des matériaux dits rares, nécessaires à la constitution d'un certain nombre de structures et d'infrastructures. Voilà, globalement, c'est un peu le champ qu'on peut explorer quand on va essayer de mettre en parallèle le numérique, ce qu'il est, son développement et ses conséquences potentielles sur l'environnement. Merci Mathieu.
Arnaud Doré, donc on comprend bien que l'empreinte environnementale du numérique aujourd'hui se concentre très particulièrement sur certains points focaux de la filière du numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors effectivement, on peut partager ici deux ordres de grandeur en différenciant les terminaux utilisateurs, les tablettes, les portables et les téléphones et les équipements dits de réseau que Mathieu vient de rappeler, qui sont pour la plupart invisibles en fait à l'utilisateur. Alors les deux ordres de grandeur que je voulais vous partager, c'est que pour un terminal utilisateur, l'impact environnemental est dû à 80%, grosso modo, à la phase de fabrication, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'avoir entre guillemets en magasin. Pour les équipements dits plutôt de réseau et data center, ça va être l'inverse. 80% de l'impact environnemental va provenir de l'usage. Donc ce qui veut dire que l'enjeu qu'il y a pour la partie des équipements réseau, va être beaucoup plus le mix énergétique dans lequel se trouvent les équipements. En France en particulier, nous avons un mix énergétique très décarboné, comme vous le savez sûrement. Et donc du coup, de ce point de vue-là, on est plutôt mieux que d'autres. En termes d'impact, on parle aussi souvent, et là je remercie du coup Arnaud, mais pas que, pour l'étude du Shift sur justement le numérique responsable, parce qu'il y a très très peu d'études qui se sont posées cette question de l'intensité énergétique du numérique. Donc l'intensité énergétique, juste pour rappel, c'est la consommation énergétique divisée par la richesse produite. Donc on parle souvent du PIB. Et donc on peut faire des raccourcis avec le chiffre d'affaires. Et donc on voit en fait, et grâce à cette étude menée par le Shift, que la consommation énergétique du numérique ne fait que d'augmenter. Donc on consomme de plus en plus, pour autant on ne crée pas autant de chiffre d'affaires. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, il y a très peu d'études qui sont posées dessus. Par contre, il y a beaucoup plus d'études qui comparent finalement cette intensité énergétique d'année en année, et globalement le monde diminue sa consommation énergétique pour produire grosso modo les mêmes richesses. Et alors comment ça s'explique? Parce que ça aussi c'est un point qui est important. Globalement, il est très fort probable que l'explosion de l'usage de la vidéo est une raison pour laquelle finalement cette intensité augmente. Et par ailleurs, l'autre phénomène provient du renouvellement peut-être trop fréquent, pas peut-être, trop fréquent des terminaux mobiles, qui d'ailleurs qui deviennent de plus en plus problématiques, non seulement par rapport à l'exploitation des ressources. Vous savez que un terminal est composé d'énormément de minerais très différents d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, globalement, on dépense 2 fois plus d'énergie par rapport au siècle précédent pour extraire la même quantité de minerais. Donc ces deux phénomènes finalement expliquent que tout simplement le secteur du numérique consomme de plus en plus d'énergie. Merci beaucoup. Arnaud Guéguen, vous souhaitiez réagir aux propos d'Arnaud Doré? Oui, alors je voulais compléter ce que Arnaud disait, ce qui est d'ailleurs totalement vrai. Enfin, on a les mêmes conclusions. Et en fait, sur ce phénomène de croissance de l'impact du numérique, quand on regarde d'un peu plus loin ce qu'on appelle l'effet systémique, on constate qu'il y a ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. C'est-à-dire que du plus, quelque part, va amener du plus ailleurs, qui va ramener du plus là où ça a été généré. Alors, je m'explique. Je fais un petit parallèle pour expliquer le phénomène, par exemple, sur le phénomène climatique. Quand on a la température qui monte, les forêts sèchent, elles brûlent, on l'avait vu cet été, donc les puits de carbone disparaissent, donc encore plus de CO2, donc ça rechauffe, plus de forêts, etc. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Alors, ce n'est pas positif au sens positif pour nous, c'est positif au sens addition mathématique. Et en fait, dans le numérique, on constate cette boucle entre l'infrastructure et les usages. C'est-à-dire que, évidemment, si je fais plus de vidéos, plus de mails, ça va tirer plus d'infrastructures. Mais aussi, l'infrastructure, plus d'infrastructures appelle plus d'usages. Je vais vous expliquer avec un exemple très simple, qui sont les télés, par exemple. On avait des télés simple définition, haute définition, et puis maintenant des télés 4K, bientôt 8K d'ailleurs. Apparemment, l'œil humain n'arriverait pas à voir la différence, mais bref. Donc à partir du moment où un constructeur propose des télés 4K, il va falloir fournir des vidéos 4K, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va tourner des films en 4K, on va stocker ces films qui sont en moyenne 4 fois plus gros que
que la haute définition, et on va les diffuser sur les réseaux, donc il faudra plus de réseaux. Et donc, parce que j'ai construit du matériel, j'ai créé une nouvelle demande, et cette nouvelle demande a créé plus de matériel. Et on est dans cette boucle un peu infinie où l'un tire l'autre. Et une fois que j'ai des films haute définition en 4K, je vais peut-être vouloir les voir aussi sur mon téléphone portable. Donc les écrans des téléphones portables sont plus gros, on déploie des réseaux 5G. Donc voilà, on est dans cette boucle un peu qui s'emballe et qui donne des chiffres un peu affolants, parce que je crois que les derniers chiffres montrent qu'une croissance de 35% par an sur les réseaux et 40% en termes de stockage. Ce qui est au global, au Shift Project, on a estimé que la croissance, l'empreinte, rien qu'en CO2, du numérique, est à peu près de plus 6% par an. C'est-à-dire qu'on doublerait tous les 12 ans. Alors, comme le disait Mathieu, aujourd'hui, c'est 3%, mais si on double dans 12 ans et si on redouble dans 12 ans, ça va devenir un problème, ça peut devenir un problème majeur. Merci. Gilles Babinet, vous souhaitiez peut-être intervenir sur ce point-là, notamment pour donner un éclairage différencié entre les sujets macro qui sont liés à l'impact environnemental et les sujets plus micro. Oui, bonjour et merci d'organiser cette conférence, évidemment bienvenue et que personnellement j'attendais beaucoup. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites assez brièvement, et il faut probablement rentrer dans certains détails, parce que beaucoup de choses peuvent être potentiellement biaisantes, par exemple sur la croissance. D'abord, il faut comprendre que l'empreinte du numérique est, là je diverge un peu de ce que je lis dans le rapport du Shift, mais à 90% le fait de la fabrication des équipements, c'est-à-dire les terminaux, mais aussi les infrastructures de calcul et de transport. Contrairement à ce que l'on pense souvent, si vous allez par exemple faire un streaming chez Netflix aux États-Unis, le transport cumulé, c'est probablement quinzaine de watts. Donc c'est marginal. Si vous voulez d'ailleurs vous figurer une idée très simple de ce que peut représenter l'énergie de votre transport, vous regardez tout simplement votre facture de télécom. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui accèdent à 10, 20, parfois même 30 mégas pour 5 €. À moins que les opérateurs travaillent en perte, ils ne peuvent pas dépenser plus de 5 € d'énergie pour pouvoir fournir ce service. Donc il y a, je pense, une mécompréhension sur cette notion de variabilité de la compréhension de l'énergie et sur le fait que finalement le transport a un coût assez marginal d'un point de vue carbone. Et puis le deuxième sujet, je pense, qui est évidemment extrêmement important, c'est de comprendre que les architectures technologiques sont extrêmement, définissent extrêmement l'empreinte de ces systèmes. On peut créer des architectures qui sont extrêmement efficaces. Et si je prends un exemple qui a été abondamment commenté dans la presse, c'est le poids carbone d'un email. Alors, vous lisez dans la presse que le poids carbone d'un email, c'est 50 grammes. Nous avons fait le calcul à plusieurs reprises, avec notamment des gens des mines. On arrive plutôt à 0,01 grammes. Voilà, donc c'est le principal facteur de coût, entre guillemets, carbone, c'est l'amortissement des équipements. Mais si on partait sur des notions d'amortissement telles qu'ils existaient dans le monde du PC, on arrive plutôt sur ce genre de choses. Donc je pense que l'idée de dire que finalement ce sont des choses intangibles doit être combattue. Et puis enfin, et ça c'est mon principal cheval de bataille, c'est que toutes ces études sont passionnantes. Celle du Shift, encore une fois, je pense qu'elle a des nombreux biais, mais elle est intéressante. Mais elles ne prennent pas en compte les externalités positives du numérique. Le taux de remplissage des camions en Europe a cru de 14% en 12 ans. Et ça, c'est le fait des ERP qui permettent de faire ce genre de choses. Même si c'est une catastrophe écologique, c'est la même chose pour les avions. Le taux de remplissage a cru dans ces dernières années. Celui des trains, qui sont moins une catastrophe écologique, a également cru. Et d'une façon générale, il faut bien comprendre que les infrastructures sont très mal utilisées. Une voiture, ça ne fonctionne que 6,2% du temps. Ça consomme... Il y a 1,1 passager en Europe dans une voiture en général.
un immeuble de rapport, c'est utilisé 26% du temps, etc. Et tout ça, on va permettre de l'améliorer grâce aux technologies numériques. Et donc, faire des études qui disent le numérique c'est très mal parce que ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de carbone, sans mettre en regard ces externalités, ça me semble hautement problématique et hautement biaisé. Et je pense qu'il faut le dire et le répéter. Je vais répondre juste une petite seconde. Alors, on ne fait pas des études pour dire que le numérique c'est mal. On fait des études chiffrées pour donner des indications pour le public, mais pour le gouvernement, pour tout le monde, sur le poids du numérique. Et on a fait des études d'ailleurs sur les externalités positives. On a entre autres commencé à explorer tout ce qui est la Smart City. Alors avec nos moyens, parce qu'on est petit, mais on a fait une étude de cas sur ce qu'on appelle le Smart Lighting, c'est-à-dire les éclairages connectés. Et donc là-dessus, en fait, on dit, nos conclusions en deux mots, parce que l'étude est un peu, alors elle est un peu longue et elle est un peu scientifique, mais nos conclusions, elles sont celles-ci, c'est que des fois, dans certains cas, le Smart Lighting a un bénéfice global, et dans certains cas, non. Alors, comment on calcule ça? Il faut absolument prendre tout en compte, c'est-à-dire effectivement, comme l'a dit Gilles, bien prendre la partie construction, ce qu'on appelle l'énergie grise, et pas juste la consommation, prendre en compte les potentiels effets rebonds, modéliser tout ça, et on fait le gain versus le coût sur plusieurs années. Et donc les conclusions, c'était que globalement, alors si je vous la fais court, mais le Smart Lighting dans un appartement individuel d'une famille de 4 personnes, le bilan est plutôt négatif. Par contre, le Smart Lighting dans des bureaux de tertiaire, comme on les connaît aujourd'hui, le bilan est globalement positif. Donc, notre discours, c'est pas de dire que c'est mal, c'est de dire qu'il y a un poids, on le connaît. Il y a certains cas où on a un gain, mais c'est pas systématique. C'est-à-dire que ce gain, il faut aller l'étudier, le chercher et décider si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et dernier point d'ailleurs sur le Smart Lighting, on avait vérifié, on a déployé justement au sein d'une université du Smart Lighting pour vérifier nos calculs théoriques, on convergeait. Mais ce qu'on a surtout vu, c'est qu'on avait les mêmes gains avec ce qu'on appelle la basse technologie. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'avoir un ordinateur et tout connecté et tout, pour finalement avoir ce gain. C'est-à-dire la bonne vieille technologie des années 80 avec un minuteur et un truc infrarouge qui détecte les mouvements, j'avais finalement aussi le même gain. Donc, avec un coût d'infrastructure moindre. Par contre, effectivement, on n'a pas le confort de console de pilotage, etc. Donc, il y a la question du coût du confort derrière. Donc voilà, donc nous, Gilles, on ne dit pas que le numérique c'est mal, on dit que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Justement, en fait, il y a un enjeu sous-jacent, un peu en filigrane de ces derniers échanges, qui est celui de l'innovation. Et donc de l'innovation et des process qui sont à l'œuvre dans la transformation à la fois de nos organisations et de nos usages. Donc je me tourne vers Charlotte Lemaître. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous expliquer au final ce qu'apporte la pensée innovante dans la conception de produits et d'usages, de services qui soient beaucoup plus résilients et bas carbone? Très bien, merci beaucoup. Alors donc moi je suis cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Possible Futur, qui est un studio d'innovation durable, pas uniquement focalisé sur le design, mais sur l'innovation en général. Et on est convaincus, comme beaucoup, que face à ces enjeux climatiques, sociaux, économiques, l'entreprise elle a un vrai rôle à jouer. Elle a le pouvoir et elle a le devoir, je dirais même plus le devoir en fait, d'agir. Aujourd'hui, elle est déjà soumise de toute façon à moult pressions, la pression du consommateur, la pression de ses salariés en quête de sens, la pression de la loi qui évolue également très vite sur ces sujets et la pression tout simplement de l'accès aux ressources, particulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire avec lequel on travaille beaucoup. Une fois qu'on a dit ça, qui est un constat qui est partagé par beaucoup, le passage à l'action, il n'est pas si facile. Et c'est là où on a besoin de réinventer ces process et de mettre autour de la table des compétences différentes. Au sein de nos équipes, nous, on a réuni en fait des profils tech,
des profils business, mais aussi des profils de designers qui vont apporter un regard nouveau sur ces enjeux pour faire en sorte qu'à la fin, en fait, ces produits et ces services innovants, ils répondent, ils soient désirables. Et je pense que quand on parle de transition écologique, le sujet de la désirabilité, il est essentiel. Ces innovations, qu'elles soient aussi faisables techniquement, avec ou sans numérique, qu'on ose aussi se poser la question de, en fait, le numérique, c'est pas la solution magique pour tout. Parfois, on peut faire sans. Et je fais un petit aparté aussi sur nos équipes d'ingénieurs fraîchement sortis d'école qui rejoignent les rangs de Possible Futur. Ils ne sont pas forcément animés par le fait de travailler sur l'intelligence artificielle ou de la data à tout prix. Ils sont là aussi pour se poser la vraie question de à quoi ils ont envie de contribuer. Et puis enfin, ces innovations, elles doivent être aussi rentables. Et c'est pour ça qu'on intègre ces profils business. Bon, une fois que j'ai dit ça, c'est très théorique. Et je vais vous donner un exemple pour l'incarner concrètement. Et je vais vous parler d'un travail qu'on a fait avec Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain qui est un des géants du secteur du bâtiment en France. Secteur, et là je me remets aussi à nos amis du Shift Project autour de la table, qui est un des secteurs les plus émetteurs en France. Les plus énergivores et les plus générateurs de déchets. Nous, on a travaillé avec Saint-Gobain pendant plusieurs mois en staffant à chaque fois des équipes pluridisciplinaires, donc des designers, des ingénieurs, des profils business, et on est reparti explorer leur marché. Avec un nouveau regard, on a essayé de générer des solutions qui étaient un petit peu en marge de leur business aussi. Et à la fin, on a réussi à lancer avec eux une start-up qui s'appelle les Reapers, alors qui utilise le numérique parce que c'est une app mobile, mais c'est aussi des camions qui vont surtout collecter et revaloriser ensuite ces déchets dans le secteur du bâtiment, qui est un des problèmes clés environnementaux aujourd'hui en France, parce que la plupart du temps, ces déchets en fait finissent dans des décharges sauvages. Donc là, on est dans un exemple où il y a un process d'innovation qui utilise à un moment le numérique et ça participe à cette transition écologique. Mais peut-être le message clé que je voudrais faire passer, c'est celui d'intégrer des nouveaux regards aussi dans ces process d'innovation et le regard du designer me paraît intéressant quand il est couplé au regard de l'ingénieur et du business. D'accord. Merci beaucoup, Charlotte. Je vais poursuivre par vous poser une question un peu choc, un peu phare, que je me pose moi-même assez régulièrement. Et je vais d'abord demander à Mathieu Belloir d'y répondre. Peut-on aujourd'hui, vraisemblablement, imaginer diminuer l'impact du numérique sans véritablement mettre en danger, en tout cas sans freiner, sans stopper la transition numérique et technologique qui est aujourd'hui à l'œuvre ? Oui, alors en fait, merci pour la question. Je vais faire un tout petit retour en arrière sur ce qu'a dit Gilles, auquel je souscris. Absolument. Sur le point de dire que le transport finalement de la data a un coût finalement environnemental assez marginal. Je voudrais l'illustrer surtout. En réalité, vous savez qu'on a tous vécu, une bonne partie de l'humanité a vécu dans un régime de confinement absolument inédit au cours de l'année 2020, qui s'est naturellement traduit par un recours de plus en plus soutenu au numérique, aux services numériques, etc. Et la question, à la fin de l'année dernière, nous a été posée, a été posée à plusieurs opérateurs internationaux. Quel impact, finalement, cette utilisation considérablement accentuée du numérique a-t-elle eu sur la consommation énergétique d'un opérateur, notamment de son réseau ? Et en réalité, après calcul, examen attentif, notre conclusion est la même que celle des grands opérateurs interrogés, c'est-à-dire que la consommation est restée stable. À la marge, elle a pu évoluer ça et là de 0,5, 1, voire 1,5, mais pas davantage. Et pourquoi ? Il y a une raison très simple à cela, c'est qu'en réalité, ce qui fait la consommation énergétique d'un réseau, qui fait 80% de la consommation d'un opérateur, en fait, elle provient de la configuration de ce réseau et pas du trafic qui y circule. On a calculé, en tout cas chez Orange, que le trafic, son augmentation ou pas, le fait que le réseau soit plein ou vide, ne faisait varier que de l'ordre de 20% finalement la consommation énergétique. D'où les éléments que je partage avec vous. Deuxièmement, je voulais dire également que dans tous les modèles, il y a une part d'hypothèse et d'incertitude. Quand on veut évaluer avec précision à moyen terme l'impact environnemental du numérique,
il faudrait être sûr des données qu'on utilise pour ne pas faire d'extrapolation un peu audacieuse, voire un peu hasardeuse. Prenons l'exemple des smartphones, par exemple. Ce qu'on a pour calculer son empreinte actuelle et potentielle, c'est les chiffres de vente et les chiffres de leur utilisation. En fait, au niveau mondial, il faudrait surtout avoir l'énergie utilisée pour sa fabrication, pour son transport, pour son stockage et pour son utilisation, enfin pour son recyclage, enfin tout ce qui compte sur le cycle de vie. Or, on n'a pas tout ça. Donc on peut faire des hypothèses, mais les tirer indéfiniment, ça me semble un peu compliqué. D'autant plus, et je terminerai par là, qu'en réalité, le secteur numérique est quand même plutôt vertueux sur le plan environnemental. Il y a quand même des efforts significatifs qui sont faits après année pour limiter les consommations et donc les émissions. Et donc toute simulation, toute extrapolation qui consisterait finalement à prendre une année X pour essayer de tirer le trait sur 2, 3, 4, 5, 10 ans serait forcément un peu hasardeuse parce que en fait, les consommations varient et varient heureusement à la baisse, comme je vous l'ai expliqué au début, d'une manière très significative, d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Mathieu Belloir. Arnaud Doré, potentiellement sur, au final, cet aspect dual du numérique et à savoir si au final la transition écologique peut se faire avec le numérique. Bon, tout d'abord, l'idée de parler de l'impact environnemental du numérique, puisque c'était le thème abordé, effectivement, ne doit pas nous faire oublier que le numérique est une solution, et notamment dans le cadre de confinement. Clairement, si notre économie a pu s'en relever, c'est bien grâce au numérique. Donc ça, ne l'oublions pas. Moi, mon sentiment, c'est que on est quand même dans une course un peu effrénée à l'augmentation de capacité, à l'augmentation des usages. Et la seule question que je me pose en réalité, c'est est-ce qu'on prend en compte finalement les usages, peut-être on imagine les effets rebonds avant de lancer un service. Et de toute manière, je suis convaincu qu'il faut avoir beaucoup plus une approche d'éco-conception de ces services pour justement essayer d'imaginer, ou en tout cas d'essayer d'estimer si le service qu'on imagine, qui se base sur du numérique ou pas d'ailleurs, parce que là on parle du numérique, mais ma conviction, elle est valable pour n'importe quel service, est-ce qu'il y a un impact positif net ? On parlait tout à l'heure de la baisse des consommations énergétiques associées au transport en intensité, parce qu'on arrive à mieux remplir les trains, les voitures. C'est vrai. Et là-dessus, j'ai aucun problème à me dire que le numérique est une solution. Par contre, quand on va sur des usages qui ne font que augmenter finalement la consommation énergétique, au global, là, personnellement, je m'interroge. Et là, je me dis que, in fine, on devrait les éviter, ce genre de services. Et donc, pour répondre à votre question en une phrase, oui, on peut concilier transition numérique et transition écologique si on se pose la question de ce qu'on fait avec le numérique. Très bien, merci beaucoup. Gilles Babinet, Arnaud Guéguen, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose à ce propos ? Moi, je voulais, on ne va pas rentrer dans des batailles de chiffres sur les réseaux, etc. Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Arnaud sur les transitions. C'est que, effectivement, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut se questionner en fait à chaque fois pour chaque usage. Est-ce qu'il est pertinent ? Est-ce qu'un nouvel usage est pertinent à déployer pour réconcilier les deux thèmes ? Mais on peut aussi se poser la question du mot transition, parce que finalement, transition écologique, alors il y a plusieurs définitions plus ou moins acceptées, mais on voit à peu près ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on passe d'un monde qui ne serait pas durable, vivable en l'état, parce que nos modes de fonctionnement ne sont pas durables, et il faut passer à un autre état, d'un monde où on pourrait continuer à vivre décemment et pendant longtemps. Donc voilà, on comprend la finalité, et il y a un état de départ, un état de fin, et d'ailleurs, alors, ça parle du CO2, ça parle de ressources, ça parle aussi de social. Sur le CO2, c'est super bien décrit. C'est-à-dire qu'on veut passer d'un état actuel à un état neutre en carbone avant la fin du siècle. Donc c'est chiffré, il y a des courbes. Donc là, c'est parfaitement clair. Transition numérique, c'est moins clair. C'est-à-dire on veut passer de quel état à quel état et pourquoi.
et à quel moment on aura fini cette transition, parce que transition, c'est quand même, par définition, ça s'arrête à un moment. Donc là, c'est un peu moins clair. Alors, je crois que ce mot a été inventé dans le monde de professionnel, dans le monde des entreprises. Ça veut dire on continue la numérisation qui a été initiée depuis les années 80, et en plus, on invente des nouveaux modèles d'affaires basés sur le numérique, et on met vraiment du numérique à tous les étages de l'entreprise, pour la croissance économique de l'entreprise. Donc déjà, la finalité, c'est la croissance économique de l'entreprise. Donc la finalité de l'un n'est pas forcément alignée avec la finalité de l'autre. On peut se demander finalement quand va finir cette transition numérique. Est-ce qu'on imagine en 2060 les GAFAM qui nous disent très bien, c'est fait, on a fait cette transition, maintenant on arrête. Je ne pense pas. Donc déjà, le mot transition, il est peut-être un peu compliqué. Donc pour faire converger ces deux thèmes, nous au Shift, la définition qu'on aimerait proposer d'une transition numérique, c'est de passer d'un numérique automatique, voire subi, impulsif, c'est-à-dire puisque je peux le faire, je le fais, je le déploie, à un numérique raisonné et conscient. C'est-à-dire avant d'y aller, on se pose tous individuellement, collectivement, la question, on mesure avant, on mesure après, et on décide si ça vaut le coup d'y aller et de continuer. C'est un peu la définition qu'on aimerait donner. Très bien, merci beaucoup. Gilles Babinet. En fait, la question que je me posais, et qui était un peu provocatrice, c'est est-ce qu'une conférence de ce type-là se tiendrait à New York ou à Haïfa, dans des autres grands lieux de la technologie? Et je ne crois pas. Et je pense qu'il y a un biais, d'ailleurs qui s'exprime assez bien dans les propos tenus ici, qui est un biais décroissant. Alors d'abord, je pense que quand on a dit ça, je fais un postulat important, c'est que je suis, comme vous toutes et tous ici, extrêmement concerné par les enjeux de carbone, et je ne pense pas que le développement que l'on connaît soit durable. En revanche, et c'est sans doute une différence avec peut-être certains d'entre nous ici, je suis absolument convaincu qu'on a besoin de la technologie et qu'on a besoin de la croissance pour réussir à faire cette transition. L'enjeu, ce n'est pas le fait de croître ou pas, c'est l'affectation de la croissance. C'est-à-dire, si on a des gains de productivité supérieurs, est-ce qu'on les affecte, par exemple, à essayer de réparer ce qui a été cassé sur notre planète, ou est-ce qu'on en profite pour acheter un écran de télé 8K, comme je viens de l'entendre. Mais l'essence même du progrès, c'est de faire de la productivité. Si le monde qui nous entoure est tel qu'il est, et si on bénéficie de cette belle salle de conférence et de ce micro, etc., c'est grâce aux innovations et à la productivité. Et quelque chose qui n'a pour ainsi dire pas existé jusqu'à présent, c'est que l'on affecte de façon réglementaire, obligatoire, une partie de cette productivité à l'environnement. Mais je crois que d'en faire une conclusion consiste à dire finalement il y a une corrélation entre l'innovation, la croissance, la productivité et le mal que l'on fait en termes d'émissions carbone, c'est quelque chose qui me semble extrêmement dangereux. Et je vais vous donner un exemple, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de quelques-unes des externalités qui est connue. J'ai fait, juste avant l'été, une conférence sur Zoom, notamment avec des Américains, sur l'utilisation du deep learning, de l'intelligence artificielle, pour réussir à traiter des environnements agricoles massivement multifactoriels aux fins de capter le carbone. Et en fait, ce que j'ai appris dans cette conférence, c'est qu'il y a, pour faire pousser des patates, assez simple, il y a 160 variables. Un agriculteur, il peut en manipuler au maximum une douzaine. Le reste, il les abandonne parce que c'est trop compliqué. Le machine learning permet de faire ça. Il permet d'accroître la productivité des patates en captant du carbone, a priori, théoriquement, évidemment. Et ça, c'est, je crois, des usages qu'il faut absolument encourager de façon extrêmement forte et qui sont partout. Voilà, donc pour moi, et encore une fois, c'est pas parce que je viens de ce monde-là, d'ailleurs je viens beaucoup plus du design que du monde du numérique. Il y a des choses qui ne sont pas vertueuses, le fait de changer de terminal tous les 12-14 mois, c'est pas une bonne idée, il y en a beaucoup d'autres, mais si on a un espoir important pour réussir à résoudre les enjeux qui nous font face et qui sont extrêmement significatifs, c'est bien évidemment celui du numérique. Donc je pense que ça mérite vraiment d'être dit.
Et je pense qu'encore une fois, il y a une forme de confusion extrêmement forte entre des usages qui sont vertueux et qui ne le sont pas. Je reviens, je ne veux pas accuser le chiffre, parce que d'abord, je suis très admiratif de son fondateur, Jean Covici, qui, comme moi, porte un certain nombre de convictions sur d'autres thèmes. Mais je pense que l'idée qui consiste à dire qu'il y a une corrélation entre usage et technologie, et qu'il y a une courbe en crosse de hockey qui se présente pour le numérique, elle est fausse. Elle est fausse, notamment parce que les innovations technologiques dans le domaine du numérique sont absolument extraordinaires. La puissance de calcul d'un GPU, d'un processeur qui est amené à traiter de l'intelligence artificielle, elle va à peu près 4 fois plus vite, c'est-à-dire que la diminution de la consommation va 4 fois plus vite que l'augmentation du calcul moyen constaté. Donc, effectivement, il y a une croissance des GPU et une croissance nette de la consommation des GPU, mais parce qu'elle est supérieure à ce facteur 4 que j'évoquais. Donc ça, c'est des petites subtilités, mais on ne peut pas parler de ce sujet sans ne pas mentionner cette notion. Et s'il y a une croissance nette du secteur du numérique, c'est une croissance qui est décorrélée de l'exponentiel de calcul, de transport tel qu'il existe aujourd'hui, dont on a absolument besoin de façon indispensable pour réussir à traiter tous les environnements multifactoriels qui sont très largement liés à l'environnement. Très bien, merci beaucoup. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur la défensive, Gilles, sur ce sujet, alors que je pense qu'ici, on a tous un discours un peu modéré, justement. On se pose... L'idée, c'est pas de se dire arrêtons le numérique, c'est loin de là, c'est plutôt poursuivons les bons exemples de numérique qui font qu'à la fin, tout le monde y gagne. Vous l'avez dit vous-même, renouveler son terminal tous les 12 mois, 24 mois, c'est pas la bonne façon de faire du numérique. Et je pense que là-dessus, on est tous alignés. Donc, il me semble pas qu'on soit... que d'ailleurs, votre question, elle était provocatrice, et que vos propos sont provocateurs non plus, parce qu'on n'est pas en train de faire le procès du numérique, loin de là. Parce que je pense que tous autour de la table, on se dit, c'est nécessaire, c'est même indispensable aujourd'hui. Je suis d'accord, je réponds en une seconde, mais je comprends bien que ce n'est pas l'intention de cette table et probablement des auditeurs qui sont ici. Néanmoins, j'essaye de ramener le braquet un peu au-delà de ce que je pense au fond, parce que j'ai souvent constaté que bien des propos qui sont tenus autour de ça sont probablement exagérément accusateurs. D'accord. Très bien, parce que justement, ça me fait ma transition sur ma prochaine question. Au final, au sein des organisations que vous, Mathieu Belloir, vous pilotez et que vous, Arnaud Doré et Charlotte Lemaître, vous accompagnez, quels sont les changements que ça implique de prendre en compte l'impact environnemental du numérique, à la fois sur les modèles stratégiques de ces organisations, ces modèles de conception de produits, de services, et également ces modèles d'investissement et de financement? Oui, alors effectivement, ce qu'on peut souligner, c'est que certes, l'accroissement du numérique peut être générateur d'accroissement de consommation énergétique, mais ce n'est pas non plus une fatalité. On sait tous les uns et les autres que beaucoup de grandes entreprises, conformément aux accords de Paris, ont pris des objectifs assez ambitieux de diminution de leur empreinte carbone, dans des calendriers parfois très, 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 très raccourcis. Bon, pardonnez-moi de prendre l'exemple d'Orange, mais on a décidé d'atteindre la net neutralité carbone 10 ans avant ce qui était demandé au secteur, c'est-à-dire en 2040. En 10 ans, on aura réduit de 30% nos émissions. Et on est évidemment pas les seuls à faire ce genre d'exercice, à déployer ce genre de politique. Donc on peut avoir une confiance finalement assez raisonnable sur la capacité du secteur du numérique à maîtriser et à diminuer significativement ces émissions. Néanmoins, comme vous le dites, Latifa, ça passe par des bouleversements de notre façon de fonctionner, de faire du business, de déployer nos business models.
Je l'ai dit tout à l'heure, pour un opérateur comme Orange, le réseau, c'est 80% de la consommation énergétique, à peu près autant des réseaux. Et pour baisser cette consommation, depuis une dizaine d'années maintenant, on déploie des efforts très soutenus en matière d'innovation technologique pour baisser ces consommations et ces émissions. On a revu de fond en comble notre parc de data centers, par exemple, pour introduire des nouvelles technologies comme le free cooling qui nous permet de nous affranchir des systèmes de refroidissement artificiel pour utiliser l'air naturel de cette belle région qu'est la Normandie, par exemple. Et au fur et à mesure du développement, de l'amélioration énergétique des data centers, on arrive à fermer ceux qui sont les plus énergivores. Aujourd'hui, les data centers que nous déployons sont moins nombreux et surtout consomment à peu près 30% d'énergie en moins. Autre exemple d'innovation technologique qui bouscule un peu, à cause de ces préoccupations environnementales et énergétiques, notre façon de travailler. Prenons l'exemple de la 5G, par exemple. La 5G utilise une technologie qui permet de mettre en sommeil le réseau quand finalement il n'y a pas de trafic et surtout d'orienter les ressources nécessaires vers les utilisateurs et pas d'arroser, comme font les autres générations, au maximum de sa puissance tous les gens qui sont dans le périmètre des infrastructures concernées. Donc on voit qu'en termes d'innovation, on arrive à faire des choses assez intéressantes et je ne parle pas des choses qui ne sont absolument pas des bouleversements technologiques comme le système de partage de réseau. Orange, par exemple, partage à 53% de l'ensemble de ses installations de type antenne avec d'autres opérateurs ailleurs dans le monde, 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois qu'on partage une antenne, et bien globalement, c'est 30% d'énergie en moins que nous consommons. Évidemment, il y a un gain économique que vous pouvez imaginer, en plus de ce gain écologique. Puis il n'y a pas que ça, on peut travailler aussi sur les bâtiments. On a fait des progrès considérables simplement en monitorant les fuites d'énergie dans les bâtiments. Et puis on a pris la décision, par exemple, de faire 10 fois plus, d'utiliser 10 fois plus de voitures électriques ou électrifiées dans les 5 ans à venir que ce qu'est notre flotte de véhicules aujourd'hui. Donc on voit que globalement, on a beaucoup de solutions pour arriver à maîtriser cette consommation, mais ça passe quand même par un changement de mode de fonctionnement et de business model. Je rajouterai 2 derniers points. On travaille également pas mal sur l'énergie. Une fois qu'on a fait ces gains liés à l'innovation, on travaille aussi sur le sourcing de l'énergie. Et en développement des fermes solaires, par exemple, en Jordanie, on a développé 3 fermes solaires qui permettent de recourir à de l'énergie verte pour à peu près 75% de l'énergie nécessitée par le réseau. On va recommencer au Mali, etc. On déploie des solutions solaires aussi sur l'ensemble de nos sites mobiles en Afrique, par exemple. Et puis en Europe, on développe des contrats d'achat d'énergie verte à long terme et à prix fixe, ces fameux PPA, qui d'ailleurs sont tous profitables depuis qu'ils ont été signés. Donc on voit que globalement, on est un peu bousculé par cette transition énergétique et cette pression écologique, mais finalement c'est quelque chose de plutôt positif, in fine, pour le fonctionnement de l'entreprise. Merci beaucoup. Arnaud Doré, Charlotte Lemaître, sur cette question. Vas-y. Réponse rapide sur cette question. Sur le sujet des modèles d'entreprise, on parle beaucoup autour de cette table de comment en fait on peut limiter les impacts négatifs des entreprises et pas forcément beaucoup encore sur comment en fait on arrive à transformer ces entreprises pour qu'elles répondent aux enjeux qui sont aujourd'hui devant nous. Comment on met ces forces économiques au service de la résolution de ces enjeux climatiques, de ces enjeux sociaux. D'ailleurs, petit aparté sur les enjeux sociaux, parce qu'on parle de transition écologique, mais en fait, cette transition écologique, elle est aussi indissociable de la question sociale et de la question de l'inclusion. Alors, j'ai eu la chance de participer la semaine dernière à une conférence organisée par les universités d'été de l'économie de demain, sur laquelle était présente le président du MEDEF, le président du groupe SOS France, la représentante du mouvement Impact France, et il y avait également un jeune économiste, lauréat du jeune prix de l'économiste de la LSI, qui avait ce regard un petit peu décalé justement sur ce sujet de la transition écologique et qui faisait une analyse sur le monde de l'innovation, une analyse sociologique en France, aux US, en Angleterre, et avec ce constat que c'est beaucoup des gens issus de CSP+, plus particulièrement masculins, qui aujourd'hui s'emparent de ces sujets
Et finalement, la réponse, elle est peut-être aussi dans le fait d'aller vers d'autres publics et de créer des innovations au-delà de l'innovation pour tous, de l'innovation par tous aussi sur ces sujets. Donc ça, c'était ma petite aparté sur la nécessité de réconcilier en fait les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, parce que finalement, peut-être dans cette inclusion sociale, il y a une réponse à la question écologique aussi. Et l'autre point sur lequel je voulais apporter un éclairage sur la question du modèle d'entreprise. Il existe aujourd'hui des cadres et des labels qui permettent aussi aux entreprises de non seulement penser à limiter leurs externalités négatives, mais aussi à voir comment ils peuvent mettre leur force économique. Enfin, moi, je suis fascinée aussi par les grands groupes. Ce savoir-faire humain, ce savoir-faire industriel, c'est quelque chose de colossal qu'on peut aussi envisager sous l'angle de la solution aux enjeux qui sont devant nous. Et je pense à des labels, par exemple, comme Bicorp, qui offrent des clés de lecture précises. Enfin, le label Bicorp, c'est 200 questions sur la gouvernance, sur les fournisseurs, sur les dialogues avec les parties prenantes, et qui permettent aussi de mettre l'entreprise au service d'enjeux qui la dépassent. Alors nous, par rapport juste pour compléter ce qui a été dit, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui a été dit, alors, un point qui est notable aussi, c'est que, alors je vais parler d'Orange, mais vous le reprochez. Mais c'est impossible de me le reprocher. Non, plus sérieusement, Orange fait aussi partie d'une initiative commune avec d'autres opérateurs, notamment européens, justement pour informer les consommateurs de l'empreinte environnementale des terminaux qui sont proposés. Alors toutes les marques aujourd'hui ne font pas encore partie de cette initiative, mais tout à l'heure on parlait justement du manque de transparence, du manque de données, peut-être un peu plus factuel ou réel, je dirais, pour éviter les approximations. Voilà, je pense que ce consortium d'opérateurs est en train d'aller dans la bonne voie, justement pour essayer de faire un peu bouger les lignes des énormes mastodontes asiatiques et américains quand on parle de terminaux mobiles. Maintenant, d'une manière générale, on voit effectivement également chez nous que énormément d'entreprises s'engagent dans la neutralité carbone, et Orange en fait partie. Et je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que s'engager dans la neutralité carbone, c'est pas juste je plante des arbres. C'est excusez-moi, je caricature, mais c'est important de le rappeler. C'est une vraie trajectoire de réduction. Et croyez-moi qu'elle est ambitieuse, parce que derrière, ça renvoie à des trajectoires de -5, -6, -7% par an, qui est une vraie transformation pour les entreprises. Enfin, nous, on accompagne énormément les entreprises là-dessus. Quand on annonce les trajectoires et quand on voit un peu ce que ça veut dire pour elles en termes de process, elles tombent beaucoup de leur chaise quand même. Donc voilà, donc c'est un engagement pareil. Je pense que c'est très bénéfique pour justement avoir une offre de services numériques qui a l'empreinte, en tout cas climat, la moins impactante possible. Et plus globalement, donc ça c'est pour le secteur du numérique, pardon. Pour les autres entreprises, alors je vais être tout à fait honnête avec vous, quand on fait une empreinte carbone ou même une empreinte environnementale type ACV, bon, le numérique en réalité, ça représente quand même pas grand-chose dans le cadre de leur activité. Donc le fait que les entreprises de ce secteur du numérique s'engagent dans des trajectoires qu'on va qualifier responsables, finalement on va faire profiter toute l'économie, tout le reste de l'économie. Et en particulier, je voudrais juste donner une piste pour que toutes ces entreprises se facilitent la tâche pour prendre des décisions qui sont compatibles avec des trajectoires de réduction ambitieuses, c'est de mettre un prix interne au carbone. En se mettant un prix interne au carbone, vous réintégrez finalement, vous donnez un coût à l'externalité environnementale. Alors là, je parle du carbone, mais des entreprises comme c'est pas LVMH, mais Kering, je pense à Kering. Des entreprises comme Kering ont mis un prix sur leur externalité, leur impact environnemental, sur le carbone, sur la biodiversité, il me semble même qu'ils ont pris un prix social. Bon bref, donc tout ça pour dire que quand vous mettez un prix à l'externalité environnementale, vous réintégrez les processus de décision de l'entreprise qui permet d'orienter finalement des choix d'investissement vers des solutions qui sont plus compatibles avec un monde durable et désirable.
Excellent, merci beaucoup. Arnaud Guéguen, justement, sur cette question de la mesure de l'impact environnemental des modèles d'organisation, qu'elles soient publiques et privées, et notamment sur cette question de comment est-ce qu'on arrive à mettre un prix là-dessus, comment se mesure cet impact? Comment est-ce que ça fonctionne? Les mesures d'impact, comme Arnaud le fait, ça se fait... Je pense plutôt bien, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avoir des données qui sont soit des données constructeurs, soit des données ADEME, mais on arrive à avoir des données et faire des calculs plutôt précis. Alors quand on fait des mesures d'empreinte dans les entreprises, alors là je ne parle pas avec ma casquette Shift, mais ma casquette consultant, on va aller chercher plusieurs choses sur le numérique. Alors le coût du matériel, et donc là... le matériel employé, donc les ordinateurs, les écrans, les smartphones, qui constituent la majeure partie de l'empreinte. C'est là où ça fait mal dans les entreprises, et spécialement françaises, parce qu'en France, on a la chance d'avoir une électricité décarbonée, donc la consommation... l'impact CO2 de la consommation de ces appareils, il reste relativement, il est très faible par rapport à l'impact de CO2 de la construction. Donc on va aller déjà chercher ce poste, on va regarder combien coûte la construction d'un terminal et combien il consomme, et ça va faire le premier poste. Il est assez important. Après on va aller chercher plus la partie data center, réseau, donc là c'est un peu plus compliqué, il faut aussi avoir les bonnes mesures, un recensement matériel qui est un peu plus complexe, et on est dans des proportions beaucoup plus faibles que la partie matériel employé. Et après, la dernière partie, c'est la partie fournisseur. Alors, la partie fournisseur, il y a deux enjeux. Le premier, c'est que pour la partie fournisseur, il faut aller parler au fournisseur et avoir les données du fournisseur. Donc, quand on va parler à des Microsoft, à des Google, pour avoir des indications pour évaluer l'empreinte de l'entreprise à utiliser les services, c'est compliqué parce que là, ils ne donnent pas grand-chose. Enfin, après, c'est différent d'un opérateur à un autre, mais aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Donc on est obligé de se baser sur des approximations de marché, etc. Le deuxième enjeu, c'est que en fait, les entreprises se servicisent. C'est pas un mot français, désolé, mais de plus en plus. C'est-à-dire que l'informatique devient de plus en plus as a service, donc infra as a service, software as a service. Donc en fait, l'empreinte se déplace du périmètre physique de l'entreprise vers les fournisseurs. Donc il y a un vrai enjeu d'avoir les vraies données fournisseurs pour mieux calculer cet impact. Et en fait, cet impact, il est relativement important, mais il est très très imprécis aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à avoir les données. Donc ça, c'est le problème. Mais en tout cas, ça commence à bouger. Il y a des acteurs comme Microsoft qui commencent quand même à donner quelques chiffres. Il y en a d'autres comme Amazon qui ne donnent rien, mais voilà, il y a un petit mouvement. Et c'est important d'avoir ces chiffres. C'est important parce que si on veut avoir des politiques, comme vous l'avez décrit, de réduction de CO2, il faut savoir d'où on part et où on veut aller. Et alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Arnaud, c'est que l'empreinte numérique dans les entreprises, en fait, elle peut être importante par rapport au reste. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des secteurs industriels où, effectivement, l'empreinte du numérique, c'est vraiment, par rapport à des usines, etc., c'est pas beaucoup. Par contre, dans le tertiaire, dans le banque assurance, ça représente quand même une part je suis d'accord. très importante. Je suis d'accord, mais l'empreinte le propos globale. était plus effectivement sur les industries. Et le dernier point, je voulais dire deux mots sur la neutralité carbone, parce que c'est un mot qui est... Alors personnellement, que je trouve un petit peu dangereux parce que ça cache les vraies initiatives qu'il y a derrière. La neutralité carbone, au départ, c'est un concept physique. Donc les accords de Paris, c'est combien nous émettons collectivement de CO2 et combien les puits naturels, les forêts, la mer, etc., arrivent à absorber. Donc si on arrive à émettre exactement ce que la nature arrive à absorber, on est neutre. Point de vue d'une entreprise, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, qu'est-ce que l'entreprise absorbe? Est-ce que si moi j'achète une forêt demain, je peux dire que je suis neutre en carbone parce que j'ai acheté une forêt, elle m'appartient et donc je suis neutre. Et donc dire être neutre en carbone, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Il faut regarder exactement qu'est-ce qui est fait derrière. Donc comme le disait Orange et comme disait Arnaud, quand derrière il y a des vraies baisses de 6-7% par an qui à terme sont compensées, alors non compensation, par des investissements dans ces fameux puits pour aider les puits globaux à croître, alors c'est des bonnes initiatives. Par contre,
Si on se contente d'acheter des certificats verts, investir dans les forêts sans faire de baisse, c'est un peu un cache-misère. Donc neutralité carbone d'une société à l'autre, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc et je reprends l'exemple des GAFAM. Aujourd'hui, les GAFAM, la plupart se disent neutres en carbone. Alors Microsoft fait mieux, il est même négatif. Négatif carbone, ça veut dire que, j'en parlais à un DSI l'autre jour, qui me dit en fait, plus je consomme de Microsoft, plus je fais du bien à la planète. Donc on se dit, bon, c'est un peu compliqué comme concept. Donc le problème, c'est quand on va couvrir ces émissions, de quoi on parle? La plupart, elles parlent de leur consommation électrique. Et je pense qu'on est tous d'accord sur cette table. La consommation électrique, c'est quelque chose, mais les terminaux, la construction des terminaux, c'est énorme. Donc si je suis GAFA, mais que je dis, moi j'ai des data centers avec des éoliennes et j'achète des certificats verts, donc je suis neutre, voire négatif, je ne vois qu'un petit bout de la chaîne, et donc j'ai une communication qui est malheureusement faussée, et moi utilisateur ou moi DSI, j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Donc je pense que neutralité carbone, il faut faire attention avec ce mot, ça peut dire plusieurs choses. Gilles Babinet. Oui, alors moi je suis assez réservé sur la qualité des chiffres initiaux, c'est-à-dire que je trouve extrêmement difficile d'avoir des chiffres. Et lorsque récemment j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens à la Commission européenne dans le cadre du règlement de neutralité carbone que vient de proposer la Commission, pour ceux qui s'intéressent à ce règlement, l'idée ça a été de focuser presque exclusivement sur l'acier et le ciment, parce que c'est facile à mesurer, alors que le reste c'est très difficile à mesurer. Donc, en particulier, l'acier qui vient de Chine est extrêmement carboné. Et donc, on a une prise assez directe sur la mesure qui n'est pas contestable. Mais si vous commencez à dire, écoutez, ce terminal, nous, on considère qu'il y a 100 kg de CO2 dedans, et puis que la marque vous dit, en fait, c'est pas vrai, il y en a 50. Vous rentrez dans des contentieux qui peuvent être assez lourds, finir devant l'OMC avec la protection des pays émetteurs. Un exemple très simple et qui a été relevé par un de mes amis dans un article du New York Times, c'était celui de l'équivalent carbone des exportations de Taïwan. Et en fait, dans le même article, je pense que le journaliste ne s'est pas rendu compte, il citait la consommation du secteur électronique taïwanais et électrique. Et ces deux chiffres, le chiffre de la consommation électrique était à peu près 3 fois inférieur quand on le ramenait en carbone à ces exportations, sachant que l'industrie électronique n'utilise pas comme énergie, n'utilise pratiquement que l'électricité. Les autres formes d'énergie primaire sont tout à fait marginales. Donc ça montre bien qu'il y a des biais importants à cet égard, qu'on va mettre du temps à créer des méthodologies qui sont importantes, qui sont signifiantes. Et je suis, à l'égard de la compensation, personnellement, je suis assez réservé parce que il y a des entreprises comme par exemple Air France qui vous proposent de compenser vos vols à 10 € la tonne. Pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, c'est pas sérieux. Alors c'est vraiment, ça ne vaut rien, c'est des certificats qui n'ont aucune valeur. Et donc, je crois qu'on va avoir tout un tas d'entreprises qui vont annoncer des objectifs de neutralité carbone à moyen terme, mais avec des méthodologies qui seront extrêmement différentes. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui peuvent, pour vraiment à très bon compte, quelques millions d'euros, afficher une neutralité carbone en achetant ces certificats en particulier. Et donc, ça me semble un sujet plus important, ça me semble un sujet même essentiel, de sortir de cette confusion et de faire en sorte qu'on commence à s'accorder sur des méthodologies sérieuses à cet égard. Juste pour compléter ce que vous dites, finalement on est d'accord sur la compensation. Il y a une initiative qui s'appelle NEGA-Octet, donc c'est une alliance entre l'ADEME, des ACVistes et Green IT de Frédéric Bordage, qui travaille depuis 2 ans maintenant, je crois, à démonter les appareils et à faire une ACV hyper précise pour avoir une idée de
quel est le vrai poids? Alors le vrai poids, c'est pareil, quand on regarde les ACVistes, ça dépend des méthodos, des normes, donc bon, tout ça est compliqué, mais pour comparer finalement le poids carbone d'un appareil avec leurs mesures indépendantes et les poids affichés par les constructeurs, et je crois qu'ils vont avoir des résultats là, octobre, ce sera assez intéressant de regarder, pour enrichir ces référentiels, qui sont, je suis d'accord avec vous, on a des référentiels d'un côté ADEME qui sont assez grossier, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a. Et puis les référentiels constructeurs qui disent ce qu'ils veulent bien dire. Après, la bonne nouvelle, quand même, c'est que tout ça est quand même dans le même ordre de grandeur et que ça, quand même, ça converge. Il n'y a pas un constructeur qui dit mon iPhone c'est 50 et l'autre 10. On est quand même dans des ordres de grandeur comparables. Merci. Alors, il y a un acteur qui n'est pas représenté, incarné autour de la table, que sont les pouvoirs publics, qui ont pourtant un rôle absolument fondamental et crucial dans la réduction de l'impact environnemental du numérique. Gilles Babinet, donc vous, en tant que coprésident du Conseil national du numérique, vous êtes au contact donc, à la fois de ces organisations publiques, de ces collectivités territoriales. Aujourd'hui, quel est leur rôle dans cette question de réduction de l'impact environnemental du numérique et surtout que font-ils pour soutenir et contribuer à ce changement de paradigme? Alors, je pense que l'initiative la plus visible, c'est celle qui est portée, une fois n'est pas coutume, par un groupe de parlementaires qui ont proposé de créer, qui ont proposé un projet de loi pour faire en sorte que le monde numérique soit plus vertueux. Il se trouve que j'ai eu pas mal d'échanges avec eux et je suis assez réservé sur un certain nombre d'initiatives, notamment parce que beaucoup sont basés sur la notion de trafic, limiter les usages, ce genre de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme Mathieu l'a également dit, on ne voit pas de variation d'émissions de CO2 en fonction du trafic de ce genre de choses. Il y a d'autres intentions qui sont plus pertinentes, mais je pense que ce type d'initiatives ont réellement une portée lorsqu'elles s'expriment à l'échelle européenne. Et donc là, à cette échelle, il y a ce projet de règlement que je viens d'évoquer qui ne touche pas pour l'instant le secteur du numérique. Lorsque moi j'en ai parlé à la Commission il y a quelques mois, le texte a été très âprement discuté avec le Conseil et aujourd'hui il semblerait qu'on va vers un vote au Parlement. Mais néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne prend pas en compte le numérique. Et ce qu'on m'a rétorqué, c'est que l'objectif, c'est de faire passer ce premier texte et que l'urgence climatique aidant, entre guillemets, petit à petit, d'arriver à élargir le scope et de faire en sorte qu'on arrive à prendre le numérique et les autres types d'exportation ou d'importation dedans. Mais en réalité, je pense que ce qui se dessine, aussi bien à l'échelle européenne que l'échelle française, c'est finalement d'utiliser l'opportunité de production faiblement énergétique, faiblement carbonée, d'électricité en particulier, pour essayer de relocaliser de l'industrie. Donc vous avez peut-être vu récemment dans la presse que Bruno Le Maire essaye de pousser des initiatives d'industrie qu'on appelle 4.0. Et c'est vrai que l'intensité carbone de l'industrie en France, elle est quasiment 4 fois moins importante que celle de la Chine. Parce que notamment l'énergie électrique en Chine, on ne sait pas officiellement, mais on estime aux alentours de 850 grammes de CO2 par kilowattheure. En France, on est aux alentours de 48. Donc vous voyez le delta. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'industrie numérique, c'est presque exclusivement de l'électricité. Même quand vous fabriquez. C'est-à-dire la fabrication des terminaux, la seule chose qui nécessite autre chose que de l'électricité, c'est les pièces métalliques. Toutes les pièces électroniques, les composants, ce genre de choses. TSMC, par exemple, ils ont publié leur bilan énergétique il y a un mois. Eh bien, c'est 95% de l'électricité. L'industrie des chipsets à Taïwan, c'est 20% de l'électricité de toute l'île. Donc, voilà. Donc je pense qu'on va avoir
probablement cette intention de vouloir saisir par le biais d'une taxe à l'importation, de plus en plus présente, ce genre de choses. Une autre initiative, la dernière, c'est la volonté d'inviter les data centers à se localiser en France pour deux raisons. D'abord pour la raison que je viens d'évoquer, qui est l'électricité extrêmement faiblement carbonée. Et puis la seconde, c'est la localisation de la France, à faire plaisir à Orange, qui se trouve vraiment au milieu de l'Europe, et donc qui est un très bon centre pour distribuer de la data de façon efficace. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses et pour conclure nos échanges autour de cette table ronde, j'aimerais vous poser une dernière question à toutes et tous, qui est finalement concrètement quelle préconisation est-ce que vous donneriez donc à l'ensemble du public présent, hein, donc à la fois composé de décideurs du secteur privé, des organisations publiques, et puis également des personnes comme moi, hein, usagers du bout de la chaîne, pour pouvoir finalement favoriser la sobriété énergétique, la sobriété numérique au quotidien. Charlotte Lemaître. Vaste question. Pour répondre à cette question, je dirais que si j'avais un conseil, c'est celui d'oser faire différemment, oser entrer dans des process d'innovation un peu différents, en intégrant des personnes un peu différentes, comme les designers, comme je le rappelais tout à l'heure. Oser poser la question du pourquoi et du comment. Alors, je fais juste un petit aparté pour promouvoir une start-up que j'aime bien, qu'on accompagne au sein du Startup Studio de Possible Future, qui est une start-up qui est montée par une jeune femme qui s'appelle Thaïs Drodowski, qui est une femme incroyable. Si d'ailleurs vous cherchez des intervenantes brillantes sur le sujet, je pense que pour compléter cette table ronde, ce serait une formidable interlocutrice qui a monté une start-up sur la compensation carbone. Alors je sais que c'est un sujet controversé comme ça a été rappelé durant la table ronde. Elle s'attaque justement à ces aspects controversés de la compensation carbone en offrant un cadre traçable, transparent et local à la compensation carbone, notamment en utilisant la blockchain. Alors je sais que là aussi on est sur un sujet controversé. Blockchain n'est pas forcément égal à technologie énergivore. Parce qu'on confond parfois blockchain et bitcoin. Dans son cas, à elle s'est posé la question de cette technologie verte, et elle utilise notamment une technologie qui s'appelle des smart contracts, qui, en plus, en étant en France, utilise une énergie qui est plutôt décarbonée, comme on l'a plutôt beaucoup rappelé autour de cette table. Et du coup, on est là dans un exemple d'une start-up qui s'est posé la question du pourquoi et du comment, et qui, du coup, met le numérique au service de la transition écologique. Donc, en résumé, mon mot, c'est oser se poser les questions de manière différente. Très bien. Écoutez, on va essayer de se poser les questions de manière différente. Arnaud Doré. Moi, je dirais que je vais un peu boucler sur mon idée initiale, hein, c'est de se poser la question de pourquoi on fait les choses, en fait. Et de quantifier l'impact environnemental in fine. Et donc ça, c'est vrai à l'échelle d'un utilisateur. Est-ce que j'ai besoin d'un très haut débit sur mon téléphone portable ? Je me pose la question. Et pour à l'échelle du décideur, c'est en quoi ma stratégie digitale induit un phénomène positif. Voilà, donc ces deux questions, enfin cette simple question qui est souvent évacuée, eh bien, je pense qu'elle peut amener énormément de changements. Merci beaucoup. Mathieu Belloir. Pour ma part, je pense que pour favoriser la transition écologique par le numérique, il est vraiment important de garder en tension, de mobiliser trois types d'acteurs, les utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics. Les entreprises, on a déjà parlé, mais les utilisateurs aussi, comme nous tous, ont leur part à faire, comme dit la légende amérindienne. Et en fait, on a aussi collectivement un effort de formation et d'information à faire sur le sujet. On voit beaucoup de choses sur les éco-gestes. Parfait, les éco-gestes, il n'y a aucun problème, c'est sain et je ne suis
premier à le faire, à vider ma boîte mail quand elle est pleine. Mais néanmoins, si on veut vraiment faire un geste pour la planète, peut-être faut-il savoir que d'autres gestes sont peut-être plus profitables, comme par exemple, et comme on l'a dit, ne pas changer tous les 18 mois ou tous les 24 mois de téléphone, de portable d'une façon générale, utiliser de préférence le Wi-Fi à la 4G quand on est chez soi, ou même avoir bien en tête que finalement la fibre est 4 fois moins énergivore que la DSL. Voilà. Donc c'est important de partager ces éléments-là, parce que collectivement, je pense qu'on agira plus vite, et c'est la seule chose qui nous manque, c'est sans doute du temps dans cette course contre les changements climatiques. Merci. Je vous en prie. Arnaud Guéguen. Écoutez, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais préciser deux choses. La partie énergétique, juste parce qu'on parlait de relocalisation des data centers en France, qui évidemment, avec une énergie aussi pauvre en carbone, est plutôt une bonne nouvelle. Tu parlais de blockchain aussi en France avec l'énergie verte. Il faut faire quand même un peu attention à l'énergie. C'est-à-dire que effectivement, la France, on a la chance d'avoir une énergie décarbonée, mais on a des centrales nucléaires, on a des programmes solaires, des programmes éoliens, mais l'acceptation sociale de la croissance de cette infrastructure, elle est posée. C'est-à-dire que les déchets nucléaires, personne n'en veut. Aujourd'hui, les éoliennes, c'est pareil, personne n'en veut. Le solaire, ça coûte érable. Donc, en fait, faire croître un parc décarboné, c'est bien, mais c'est pas non plus facile. Voilà. Derrière, il y a ça à prendre en compte. C'est pour ça que préserver l'énergie, c'est un vieux message qui date du choc pétrolier des années 70. Je crois que c'est encore chez Engie, je crois, qui dit l'énergie est notre avenir, préservons-le. Donc il faut quand même faire attention à cet aspect énergétique. Mais évidemment, le premier aspect, c'est l'aspect des terminaux. Ça, les terminaux, je crois qu'il y a des études qui montrent qu'on arrive à 20 objets connectés par foyer dans les pays riches d'ici 2023. Alors je vous encourage à faire l'exercice chez vous. Alors, regardez combien vous aviez d'objets connectés il y a 5-6 ans et combien vous en avez aujourd'hui. La box TV, l'enceinte Bluetooth, la télé connectée, enfin vous ferez le compte. Je l'ai fait chez moi, c'est édifiant en fait, hein. Et pourtant je fais attention, mais ça va très vite. Donc les innovations des IoT dits de confort, hein, alors j'ai vu les derniers, j'ai vu des barbecues connectés, j'ai vu des fer à repasser connectés. Non mais c'est vrai. Donc voilà, là il faut arrêter là-dessus. Enfin, je pense qu'il y a un vrai message de sobriété matérielle, ça c'est sûr, c'est le premier message, sobriété matérielle. Et puis après, sobriété dans les usages, ça c'est, il y a quand même un enjeu énergétique, je l'expliquais tout à l'heure. Avoir le choix, ça c'est important. Gilles parlait de loi tout à l'heure. Nous aussi, au Shift, on essaye de faire bouger la loi sur des thèmes pour que le consommateur soit à la fois informé et que le consommateur ait le choix. Je vais vous donner un exemple très facile. Si vous regardez une vidéo YouTube aujourd'hui, par défaut, elle est en Ultra HD et par défaut, elle est en autoplay. C'est-à-dire quand elle va s'arrêter, ça enchaîne. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Bon, tant mieux. Et en fait, c'est ce rapport qu'il faut inverser. C'est-à-dire, par défaut, il faut mettre une vidéo simple définition, non d'autoplay, et si moi, utilisateur, je veux de la HD, bon, c'est mon choix. Mais là, c'est un choix inversé. C'est-à-dire que c'est un choix imposé. Donc, les collectivités locales, l'État, ils ont une grande mission d'information. Vous le dites, on est totalement d'accord. Information au public, information dans les écoles, primaires, secondaires, universitaires. Et puis, je pense qu'il y a aussi une vraie gouvernance à recréer autour du numérique à tous les étages, hein, l'État, les collectivités, les individus, pour que les choix numériques qu'on fait soient des vrais choix de sociétaux. C'est-à-dire qu'on est tous convaincus que prendre telle technologie ici, la déployer ici, ça fait du sens, et que quand ça ne fait pas de sens, il y a un vrai débat, et qu'on mette le sujet sur la table et qu'on décide ensemble. Donc la gouvernance à tous les étages, c'est aussi quelque chose de très important. Merci beaucoup. Gilles, je vous laisse conclure justement sur ces préconisations particulièrement précieuses qui nous ont été données par le reste des intervenants. Le premier sujet pour moi, c'est de mettre un coup au carbone. Je pense que le marché est extrêmement efficace et lorsqu'on mettra un vrai coup au carbone, on va voir une innovation littéralement se libérer extrêmement forte et on verra la vraie réalité du numérique lorsque l'on fera ce genre de choses. On ne l'a pas encore réellement fait.
le coût moyen du carbone en France, isolé autour de 32-33 €. Ce n'est pas réellement coercitif pour le faire. Et puis au-delà de ça, je crois beaucoup au couple, effectivement, régulation, innovation. Je pense que dans le logement, dans le transport, dans la traçabilité, le travail n'est pas encore fait et mériterait d'être vraiment fait. Et donc c'est un couple un peu inattendu, le régulateur et l'innovateur, souvent des gens qui s'opposent, mais je pense qu'arriver à les faire travailler ensemble, c'est important. Et ça nous amène immédiatement, à mon avis, à remettre la recherche et l'université au centre de la cité. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une chose qui moi, me préoccupe dans ce pays, c'est le fait qu'on ne consacre pas assez de moyens à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et au-delà de ça, l'agenda de Lisbonne, qui était cette vision européenne de faire de l'Europe le premier lieu de recherche et de développement dans le monde, ne s'est pas réalisé. C'est absolument fondamental. Je pense qu'il y a des disciplines qui, de façon assez surprenante, n'existent pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle et de l'agriculture. La puissance d'avoir des gens qui ont des compétences dans ces deux domaines est absolument stupéfiante. Et je pense qu'on verra, j'espère plutôt tôt que tard, probablement un grand attrait pour des disciplines croisées entre l'environnement et la technologie numérique, parce que le potentiel est, comme je viens de le dire, très important. Et puis, je l'ai dit aussi, mais parler par l'expérience, c'est-à-dire par le design, c'est souvent une façon de rapprocher innovation et régulation intelligente. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 pour ces échanges particulièrement riches. Nous avons encore quelques minutes ensemble. Auriez-vous des questions dans le public? Parfait. Très bien. Alors, un micro va tourner. Tu peux récupérer celui-là. On a une première question au premier rang et une deuxième également. Oui, bonjour. Donc, Pierre-Samuel Gadge, je dirige une coalition, donc Convergence et membres, qui s'appelle Africa Mutandi, notamment. Et j'avais une question, en fait, peut-être pour recentrer un tout petit peu la table ronde, sur l'objet de la table ronde. J'aurais aimé entendre, alors, notamment Orange, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées, comment faire du numérique une opportunité pour la transition écologique, pour sortir du débat sur l'impact négatif et voir justement aller rechercher toutes les innovations, notamment sociétales, qui vont porter des transitions. Voilà. Juste parce qu'on a besoin aussi d'inspiration et que c'est intéressant d'aller voir voilà, ce qui nous sort un petit peu de tout ça. Tout à fait, d'aller voir les exemples et les cas d'usage qui fonctionnent. Voilà, donc Mathieu, c'est pour toi. Désolé. Ouais, merci. Non, mais je l'avais un peu dit tout à l'heure au début de notre échange. On voit bien finalement que les spécialistes de la météorologie internationale ont dit que globalement pendant cette période de Covid, finalement le taux d'émission au niveau de la planète avait baissé de 4 à 7,5% de mémoire, alors que corrélativement il y avait un recours tout à fait inédit aux solutions numériques qui, comme ça a été rappelé tout à l'heure, ont permis de garder un filet de relations sociales, un semblant de relations économiques, continuer à acheter avec le e-commerce et se faire soigner avec la télémédecine. Donc on voit quand même que le numérique est une solution aujourd'hui. Je pense que personne dans la salle ici n'a été épargné par le télétravail, voulu, forcé, total, etc. On voit bien que le numérique apporte une solution et dont l'impact environnemental, au bout du bout, reste positif. Et comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'on aura travaillé sérieusement l'atteinte non pas de la neutralité carbone, parce que la neutralité, ça n'existe pas pour une entreprise. Une entreprise peut contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, mais uniquement à la nette neutralité carbone. Eh bien, je pense que globalement, on percevra mieux l'intérêt du numérique dans cette transition écologique, pour ceux qui en douteraient encore. Ces initiatives à faire valoir sont ouvertes à tout le monde comme illustration du numérique, comme accompagnant la transition. Ouais, j'en ai une. Pour l'entreprise Maersk, donc, qui est un armateur, hein, ce sont des bateaux qui acheminent les océans.
Ça vient du groupe Atos, d'ailleurs dont nous faisons partie. Donc pour ceux qui avaient un doute comme quoi on était contre le numérique, rassurez-vous. Mais donc oui, pour cet exemple-là, eh bien, un calculateur embarqué basé sur de l'intelligence artificielle et bien évidemment de la mesure sur la base de capteurs, mais aussi de systèmes satellitaires de à la fois les courants marins, les vents, et également tous les obstacles qu'il peut y avoir sur la route qui ne sont pas prévus par les cartes, ont permis de diminuer par exemple de 25% la consommation énergétique d'un trajet. Et là encore une fois, on est vraiment dans l'exemple où le numérique apporte quelque chose. Et encore une fois, mon point, c'est plutôt de se dire, voilà, ça c'est un super exemple, reproduisons-le, mais je pense qu'il faut se poser cette question. Voilà. Merci beaucoup. Juste ici. Vous êtes le prochain. Merci. Ça va aller vite parce qu'en fait, c'était la même question. Les échanges étaient vraiment passionnants. J'ai le sentiment que vous avez traité le sujet plus comme le numérique en tant que risque, plus qu'en tant qu'opportunité. Donc c'est vrai que ma question était la même. C'est-à-dire que au fond, le numérique est un formidable levier pour faire des tas de choses. Il y a eu un exemple qui a été donné par Gilles Babinet qui était tout à fait croustillant, si je puis dire, c'est la culture des patates avec la data qui permet, le deep learning qui permet de faire des choses qu'un agriculteur évidemment ne peut pas faire, mais dans tous les domaines, dans la ville, dans la santé, on cite le télétravail comme levier du développement durable. Je ne sais pas si c'est tout à fait pertinent, en tout cas c'est nos vies, donc c'est important, mais je crois que dans chaque secteur économique, il y a des tas d'illustrations de l'apport formidable du numérique qui, de toute façon, ne peut pas être remplacé par autre chose. Ça fait vraiment partie aujourd'hui de nos vies et de l'économie. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, il y avait une session dans la préparation justement sur les solutions, mais visiblement on a un peu trop dérivé, donc toutes nos excuses. C'était passionnant et les questions de madame étaient très pertinentes, c'était pas du tout une critique. Je pense qu'on en a d'autres, des exemples, mais typiquement en France, il y a une société qui commence à percer qui s'appelle Green Spector, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle permet de mesurer finalement l'impact d'une application sur un serveur, sur un terminal mobile. Et là, ça commence vraiment à bien marcher. Et typiquement, c'est quoi ? C'est juste du numérique, ajouté à du numérique pour mesurer finalement l'impact et donc entamer une réflexion d'éco-conception du service. Encore un exemple positif du numérique. Non, mais des exemples positifs, il y en a plein. Il y en a plein, et nous, notre discours, c'est qu'il faut les mesurer. Il faut vraiment les quantifier, en fait. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire il y en a plein, donc ça marche, et ça marche partout. Il y en a, et donc il faut les déployer là où ça fait du sens, et là on est capable de prouver ce retour. On parlait du télétravail et l'impact sur le transport. Il y a une super étude de l'ADEME qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est un boulot phénoménal. Ils ont tout pris en compte, les comportements de travail, mais aussi hors travail, les effets rebonds, etc. Donc, si je crois les chiffres, c'était un gain brut de 280 kilos, je crois, par personne. Quand on enlève les effets rebonds, les trucs, on arrive plutôt à 200. Mais ça, c'est des études sérieuses, chiffrées, qui disent dans ces cas-là, parce qu'évidemment, ça dépend des villes. Si dans les villes, si des gens qui vivent à Paris et qui vont travailler à pied, forcément, ça marche moins bien que des gens qui sont à la campagne à la voiture. Donc, c'est aussi à contextualiser. Mais des études sérieuses comme ça qui prouvent, en prenant en compte tous les paramètres, et qui les chiffrent et qui disent dans ce cas-là, oui, ça fait du sens, et voilà le chiffre, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Et nous, on milite pour cette approche très scientifique des choses, qui prennent en compte toute la chaîne de valeur. Et vous parliez de social tout à l'heure. J'ai un exemple qui vient. Alors, c'est pas de l'environnement, c'est social. C'est la bancarisation de l'Afrique, par exemple, grâce au mobile. Ça, c'est un apport social hyper fort. Et je crois que ça a commencé au début des années 2000, je crois 2007 au Kenya. Et donc ça, c'est difficile à faire un rapport coût-bénéfice parce qu'on on parle pas des mêmes mesures. Mais c'est pas du CO2 versus la bancarisation, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, l'apport social, il est là, il existe. Et d'ailleurs, il s'est fait avec ce que j'appelle de la low-tech, c'est-à-dire il n'y a pas de 5G, il n'y a pas d'écran, c'est nos vieux portables avec du SMS. Donc avec
finalement peu de technologie aussi, on arrive à faire des choses assez phénoménales. On n'a pas besoin forcément de déployer énormément de choses derrière. Moi, j'avais une question sur une notion qui a été un peu occultée pendant le débat sur les business models, notamment l'économie de l'attention, qui est en fait totalement contraire à l'idée de sobriété d'usage, par exemple. Et du coup, j'avais envie d'avoir justement votre avis par rapport à ça. Est-ce qu'on peut, même si on optimise, si on fait de la sobriété de conception, si le business model est foncièrement mauvais et va pousser l'utilisateur à beaucoup utiliser la plateforme, par exemple, donc les réseaux sociaux, typiquement YouTube, comment on se place et est-ce qu'on doit réguler? Comment on régule? Dans la loi Rennes, les possibilités de régulation ont été occultées sur le design, l'autoplay, etc. Du coup, comment on fait? Alors, merci. Moi, je pense que ce point-là, c'est un point, ça restera dans l'histoire comme, d'un point de vue épidémiologique, très supérieur à la cigarette. L'impact que ça va avoir. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre d'études qui commencent à sortir aux États-Unis, alors évidemment qui sont un peu perturbées par le Covid, sur le temps que les enfants restent chez eux. Et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que le temps à l'extérieur des enfants dans les années 70, c'était quelque chose comme 50 heures par semaine. C'est tombé à 10 heures aujourd'hui. La dépression chez les jeunes adolescents, ça a juste fait 2,5 fois. Le taux de suicide chez les jeunes filles, 2,5 fois, etc., etc. Et donc, et si l'Europe se pense à l'abri de ça, elle se méprend de façon extrêmement forte. Et ça va être un sujet qui va occuper les régulateurs de façon extrêmement forte. Je pense que les conséquences sur tous les terrains, sur le terrain éducatif, sur le terrain de la qualité des relations sociales, sur le terrain médical pur, psychologique, etc., n'ont pas fini d'être perçues. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai publié un dossier que je vous invite d'ailleurs, que vous pouvez télécharger, qui est Internet et les jeunes à l'Institut Montaigne. On a travaillé pendant 18 mois dessus, qui est absolument terrifiant. Et je suis vraiment... C'est pas parce que j'ai fait ce dossier que je dis ça, mais je regrette que ça ne soit pas vraiment un sujet politique, un sujet dont on débatte, et que les régulateurs ne s'en emparent pas de façon plus importante. Merci Gilles. Alors bon, malheureusement c'est la fin. Peut-être qu'on peut avoir encore une petite minute pour prendre une dernière question. Juste une? Voilà, parfait, merci beaucoup. Bon, c'est un peu frustrant comme type d'échange. Bonjour, merci pour cette table ronde qui était passionnante. Plus une remarque en fait qu'une question. Je travaille pour Emmaüs Connect. Évidemment, l'impact social, comme vous le disiez, Charlotte, est primordial pour nous. On est persuadé que la transition écologique ne se fera pas sans l'inclusion de tous, notamment d'un point de vue numérique. Et voilà, je pense que ça aurait pu être intéressant d'entendre un reconditionneur autour de la table, notamment un reconditionneur qui fasse de l'insertion, comme ça on aurait bouclé la boucle. Voilà, aujourd'hui, c'est les éboueurs quand même de tous ces terminaux dont on a parlé. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. J'imaginais entendre peut-être un Crosscall, un constructeur aujourd'hui de smartphones qui travaille beaucoup sur l'indice de réparabilité. Voilà, donc je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir ce genre d'acteurs, Fairphone, etc., pour avoir des solutions concrètes et pour le coup qui semblent fonctionner ou en tout cas qui sont déjà mises en œuvre. Mais merci, c'était très intéressant. Absolument. Et je prends le conseil avec beaucoup d'intérêt et ce sera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite du programme du forum. Merci. Merci beaucoup. L'étude que vous avez faite sur justement la variabilité de la consommation énergétique à taux plein, c'est super intéressant. Ah, merci. Je te sers un petit peu d'eau. C'est pas une spécificité d'Orange, c'est démesuré comme ça. Est-ce que ça veut dire que les réseaux sont venant de crédit d'image, je sais comment ça c'est noté. Ouais.
C'est comme une agence, ça s'appelle Possiculture. Et en fait, je suis fondatrice de la plateforme